Erev Tov, heureux de vous retrouver après la coupure de Shavuot. Nous reprenons à la suite, là où nous sommes restés, d'Aflam Dvav Amud Aleph, aux 2 points, à la 2e ligne, après l'élargissement dans la page. L'intertitre c'est Veshavin she'en lashin et taïsa befoshrin. Ils sont d'accord, ils étaient tous d'accord qu'on n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec de l'eau tiède. Alors je rappelle juste à quoi ça se rapporte, c'est pas une Mishnah, comme d'habitude un intertitre en général se réfère à la Mishnah. Là ça se réfère à une Braïta qu'on a étudiée la dernière fois, qui parlait d'une pâte qui a été pétrie avec soit du vin, soit du miel, soit de l'huile, et sur laquelle il y avait un triple débat. Il y avait 3 avis, Rabban Gamliel, les Chachamim et Rabbi Akiva. On ne revient pas du tout sur le débat, ce n'est pas l'objet. À la fin, il y avait un consensus. Veshavim, ils ont débattu sur ce problème, mais un point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est que lorsqu'on prépare de la matzah à Pessah, on n'a pas le droit d'utiliser de l'eau tiède, parce qu'elle risque de faire fermenter plus facilement, donc c'est plus dangereux. Donc on n'utilise pas de l'eau tiède, on prend de l'eau froide. C'est ça le titre de notre sujet aujourd'hui. La Gemara demande Maï shena mimenachot. Quelle différence avec les korban des oblations, la korban mincha? Alors il faut regarder tout de suite dans Rashi pour comprendre. Ou Maï shena mimenachot. Quelle différence avec les menachot? Ditnan be'u, à propos desquels la Mishnah enseigne, c'est dans Menachot, page 52, de Ba'ot Matzah. C'est le titre d'un pérec d'ailleurs. Kol ha-menachot Ba'ot Matzah. Toutes les oblations, il y avait en fait 10 catégories d'oblations. Quand on regarde dans le Rambam, il y a 3 oblations qui sont des korban tzibour et 7 autres, que si je ne me trompe pas, c'est ça, et 7 autres qui sont des korban yachid. Donc ça donc en fait il y a 10 sous-catégories d'oblations. Maintenant, sur toutes les oblations, elles mettent tout en jeu des matzot. Il n'y en a que 2 où ce n'est pas des matzot, c'est du chametz. Donc la Mishnah dit là-bas, chutz mechametz shebatoda ou shel alechem. La Mishnah dit, kol ha-menachot ba'ot matzah. Toutes les menachot doivent comporter de la matzah, donc quelque chose qui n'a pas fermenté. C'est pour ça qu'on va en parler de ça ici. Et c'est pour ça qu'on le compare avec Pessah, parce que c'est la même exigence qu'à Pessah. De la même façon qu'à Pessah, on a besoin de matzah. Pour les menachot, on a besoin de matzah aussi, à l'exception de 2, qui sont les lachmet toda, où là il y a du lechem, il y a du chametz. Chutz mechametz shebetoda, et les jetés alechem, c'est quoi les jetés alechem? On en a parlé tout récemment, c'est le sacrifice de Shavuot, qui est fait aussi avec la base de blé, mais de blé fermenté. Donc c'est-à-dire que sur les 12, on en a 10 qui viennent avec de la matzah. Et la question de la Gemara, maintenant on comprend la question de la Gemara, comment se fait-il que pour Pessah, on interdise d'utiliser de l'eau tiède, alors que pour les menachot, ce n'est pas le cas? Maïchena menachot, pourquoi on ferait une différence avec les menachot? Alors d'où on sait que dans les menachot, ce n'est pas le cas? Ditnan, la Mishnah enseigne, kol ha-menachot niloshot befoshri, toutes les menachot, la partie pâte de la mincha, on peut la pétrir avec de l'eau tiède. Alors là, on a umishtamrin entre parenthèses, et vous avez une correction en marge, dans le Gilion, umeshameran. C'est pas umishtamrin, parce que umishtamrin, ça veut dire elle se surveille toute seule, ça n'a pas de sens. Umeshamran, et la personne qui les pétrit, à charge pour la personne qui les pétrit, de surveiller shelo yichmetsu. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ça fermente. On dit à la personne, si tu veux utiliser de l'eau tiède, tu as le droit de prendre de l'eau tiède. Ben non, tu dois faire attention. Mais shamran, shelo yichmetsu. Et c'est jouable. C'est quelque chose qui est faisable. On peut contrôler. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus oui, on n'avait pas fini le Rashi en fait. Donc je reprends le Rashi maintenant. Ou mashna mi menachot. Quelle différence avec les menachot? Ditnan be'u, à propos desquels la Mishnah a dit de Ba'ot Matzot, que la plupart d'entre elles
exige de la matzah, va filou achi, et malgré cela, ni l'oshod befoshrin, elles sont pétries à l'eau tiède, ou meshamran chez loyachmitsu, et simplement, il doit les garder, il doit les surveiller pour qu'ils ne fermentent pas, c'est-à-dire il doit s'activer, il doit ne pas laisser la pâte reposer un instant, et jusqu'à ce que ça ait cuit et que ça n'a pas fermenté. Alors pourquoi on ne fait pas pareil à Pessah? La mincha, elle est psoula. C'est quoi? Elle est Ouais. psoula si c'est chametz. Ah bah oui, c'est plus ça correspond plus au cahier des charges. Il n'y a pas de triouf carré, quoi. Non, mais c'est la question n'est pas là. Non, mais le korban passoul, c'est grave. Le korban passoul, c'est... C'est les Kohanim qui font... Ah, c'est pas mal comme réponse, ça. On va voir la suite. Alors, la Gemara répond, Imamru bizrizin, yomru b'shen zrizin. Donc, c'est la réponse de Netanel. Si on a dit qu'on pouvait le faire lorsque les opérateurs sont des gens réputés zrizin, c'est-à-dire zélés, est-ce qu'on peut en dire autant lorsque l'opérateur n'est pas zélé? Alors c'est quoi l'idée? Ça veut dire quoi zélé? Qui est zélé, qui n'est pas zélé? Regardez Rashi. Achi Garsinan, voilà comment il faut lire. Alors quand Rashi dit Achi Garsinan, ça veut dire qu'il y avait une autre version et que Rashi l'a corrigée. Et il y a écrit Achi Garsinan, voilà comment il faut lire. Kohanim zrizim en. Les Kohanim sont zrizim. On ne voit pas du tout comment ça rentrerait dans la Gemara. Alors est-ce que vous avez aussi un renvoi? Non, peut-être pas. Il faut avoir l'édition Os Ve'adar. Ça, c'est formidable. L'édition Ve'adar dit qu'en fait, il ramène un Dikdouké Sofrim. Le Dikdouké Sofrim est extraordinaire toujours. Le Dikdouké Sofrim, c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur les manuscrits et qui sait exactement les différentes versions qui existent. Et il me dit la chose suivante. Tsarich lomar, il faut corriger dans Rashi. Umeshamran shelo yachmitsu garsinan. C'est-à-dire, je vous explique. Regardez le Rashi. Il faut enlever le achi de garsinan. Le achi est une faute. Et le garsinan termine le dibour précédent. Umeshamran shelo yachmitsu garsinan. Et là, on comprend exactement. Quelle était l'autre girsa? C'est celle que nous on a entre parenthèses. Il y avait Umishtamrin, elle se surveille toute seule, ça n'a aucun sens. Alors Rachid dit Umeshamran Garsina. Point. Et ensuite, quand Rachid dit Kohanim Zrizim En, c'est une glose de Rachid sans dibour amatril, comme bien souvent. Rachid donne parfois des informations qui ne sont pas liées à un mot spécialement de la Gemara. Parce qu'en général, le système de Rashi, c'est de déployer la phrase de la Gemara. Mais là, la phrase n'a pas à être déployée. Im tomar bizrizin, le tomar beshen zrizin, tout est clair. La seule chose c'est qu'il ne comprend pas, mais de qui on parle? Qui est les zrizin dont on parle ici? Alors Rachid nous donne l'information, Kohanim zrizim en. Et donc là maintenant on est capable de reconstituer clairement la réponse de la Gemara. La Gemara elle nous dit, parce que qui est-ce qui fabrique les korban mincha? C'est les Kohanim. Les Kohanim ont été formés et ils sont particulièrement vigilants. À eux on peut faire confiance. Mais les matzot, c'est dans le domaine public. N'importe quel consommateur, n'importe quel fidèle peut fabriquer ses propres matzot. Et là, il n'aura pas la vigilance requise. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, ce que l'on peut permettre aux Kohanim, on ne le permet pas au commun des mortels. Voilà la réponse de la Gemara. Donc, c'est très simple. Pardon? C'est meilleur c'est meilleur. C'est meilleur pour le Mikdash et pour ça. Parce que sinon, c'est juste une question de zrizim. On aurait pu faire avec la même eau que les autres. C'est quoi la différence? Non, si eux, ils ont envie, probablement que c'est... Vous êtes meilleur. Alors oui, ça peut être, ou bien ça peut être que c'est plus facile à travailler, peut-être, ou alors peut-être que des fois, quand on est dans les pays chauds, on a du mal à avoir de l'eau froide. Ça peut être ça aussi, je ne sais pas. Quand on est en canicule, l'eau, c'est de l'eau du Kior, c'est de l'eau de... On n'a pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau de la Matamaïm, elle peut être chaude. Alors elle n'est pas chaude, mais tiède. Alors c'est plus dur on n'a pas de frigidaire encore. Donc c'est pour ça que peut-être c'était plus simple tout simplement. Le texte ne dit pas. Alors,
c'est pas fini, on revient à la Gemara. La Gemara, elle dit Iachi. Si c'est ça le pshat, si c'est parce que c'est des Kohanim et qu'on leur fait confiance, Miltat Nami Latit, on devrait leur permettre aussi de faire la letita avec de l'eau tiède. Alama, Amar Rabbi Zera, Amar Rabba Bar Yirmeya, Amar Shemuel. Alors pourquoi Rabbi Zera a-t-il dit au nom de Rabba Bar Yirmeya, qui a dit lui-même au nom de Shmuel, donc c'est un enseignement de Shmuel, Chitin Shel Menachot, le blé qui devait servir au Menachot, En Lotetinota, on n'a pas le droit de faire la letita. Alors qu'est-ce que c'est que la letita? On va regarder dans Rashi, c'est connu, mais je vous traduis quand même, c'est le mouillage du blé. Aujourd'hui encore, lorsque vous visitez une minoterie qui fabrique de la farine, sachez que le blé est mouillé et il reste dans son humidité pendant 24 heures. Et cela permet ensuite, lorsqu'on va moudre le grain, de faire sauter l'écorce, c'est-à-dire le son, l'extérieur. C'est ça ce qu'on appelle la letita. Et donc jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et bien sûr, lorsqu'on fait de la farine pour Pessah, on ne fait pas la letita. Mais en temps normal, on la fait. Alors, Rashi va expliquer aussi, regardez, Rashi, letita. Qu'est-ce que c'est que la letita? Leshoran, c'est pour ça que la farine est réputée toujours chametz. La farine est réputée chametz. Pourquoi? Parce qu'elle a été mouillée. Parce que le grain a été mouillé avant la mouture. Je reviens à mon Rashi. Letita, leshoran b'mayim on les trempait dans l'eau un petit peu, ou le koteshan b'marteshet. Et on faisait ça pour ensuite les écraser, les broyer dans la meule. La sir mursanan, pour en retirer le son. Que des solatan nekia, pour qu'on ait de la fine fleur de farine sans mélange de son. Donc c'est la technique pour enlever le son. Et ça, c'est avant qu'on apporte au Kohen, cette étape-là. Alors visiblement, quand la Gemara pose cette question, c'est qu'elle a postulé que c'était aussi les Kohanim qui s'en chargeaient. On va voir ce que la Gemara va répondre. Alors donc la Gemara dit, si tu me dis que les Kohanim s'en chargent et ils sont zrizines, on devrait leur permettre aussi de faire la letita. Or Shmuel a dit qu'on n'a pas le droit de faire la letita. Réponse de la Gemara, Lisha bizrizin ita, letita leta bizrizin. On dirait que tu as préparé la Gemara à l'avance. Tu anticipes, tu as toujours un temps d'avance sur la Gemara. Donc, Lisha, le pétrissage se fait avec des Kohanim qui sont zrizines, sous-entendu. Par contre, la letita ne se fait pas par les Kohanim. Alors, par qui elle se fait? Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Letita, leta bizrizin, que chez Mevi'a Hazar, que varisolet. Lorsque le non-Kohen se présente au Beth Amikdash pour donner au Kohen, parce que c'est le Kohen qui va traiter la mincha, mais il n'amène pas comme on croyait du grain, et que c'est le Kohen qui va le moudre, il amène déjà de la farine. Et donc c'est lui qui... Donc la letita, elle est à nouveau dans le domaine public, et pas chez les Kohanim. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Est-ce qu'il y aurait une letita qui serait possible et qui ne serait pas chametz? Ben oui, c'est ce qu'on fait nous. Mais non, on ne fait pas. Non, pas de letita. On ne fait pas de letita, on le fait. Je demande, c'est pour ça que je demande. Alors, oui, on peut. Oui, c'est vrai, parce qu'avec l'eau froide, là on parle avec de l'eau tiède. On a interdit de faire de l'eau tiède, parce que s'ils font la lotita avec l'eau tiède, alors là, on prend des risques énormes. Par contre, s'ils font une lotita à froid, ça se contrôle, mais c'est dans le domaine, c'est le domaine du possible. Et quand j'ai dit que la farine, elle est réputée chametz, en fait, j'ai fait un raccourci. Elle est réputée plutôt safek chametz, ou même pas safek chametz. On est mahmir de la considérer comme du chametz. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque du Covid, on avait parlé, est-ce qu'on peut permettre de racheter une farine après Pessah, même si elle appartenait à un juif ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas vraiment chametz. C'est une khumra de le considérer comme du chametz. Donc voilà donc on peut permettre à froid, et on leur dit de faire bien attention,
et de retirer si jamais on voit qu'il y a des simanim de Khametz, et on peut leur faire confiance là-dessus, mais pas de l'eau tiède. Donc là, au fur et à mesure, donc c'est très simple. Donc on a expliqué quelle différence avec les menachot. On a dit dans les menachot, il y a une partie qui est du domaine des kohanim, et là on peut permettre l'eau tiède. La partie qui est du domaine encore du propriétaire non kohen, qui n'a pas été formé particulièrement, on permet le mouillage, mais on permet pas à l'eau tiède, c'est trop dangereux. La Gemara continue et dit Velisha mi-ita bezrizi. Alors là, on remet en question la réponse précédente. Est-ce que vraiment le pétrissage se fait par les zrizines, par des gens vigilants, c'est autant dire par les kohanim? Vehaketiv. Pourtant, le verset dit Veyatsa kalea shemen. Donc ça, c'est le verset qui parle des menachot. Le verset dit exactement Venefesh ki takriv. C'est au début de Vayikra, chapitre 2. Venefesh ki takriv korban mincha l'Hashem. Si quelqu'un veut offrir une oblation en sacrifice à Dieu, solet ye korbano. Donc là, on parle d'une des mincha. C'est une mincha qui est faite avec du solet uniquement. Alors, solet ye korbano, ça sera un sacrifice fait avec de la farine, veyatsak alea shemen, sur lequel il versera de l'huile, venatan alea levona, et il mettra dessus de l'encens. Veyatsak alea shemen, ve'evia el akohen. Alors là, c'est une erreur, donc moi j'ai une correction. Vous l'avez aussi, c'est dans un Gilion. Le verset n'est pas cité exactement comme il faut. Il n'y a pas écrit dans la Torah evia el akohen, il y a écrit ve'evia El bene Aharon Akohanim Vekamatz Vekamaz. Et c'est la suite, en fait, c'est la suite du verset. Donc le verset qui suit, c'est Ve'evia Akohe, Ve'evia El bene Aharon Akohanim Vekamatz. Et là, on fait la dracha suivante. Mikemitza Ve'elach Mitzvat Keuna. La mitzvah où intervient le Kohen, c'est seulement dans l'ordre du protocole des actes que l'on fait, dans la fabrication, la confection du korban, c'est seulement à partir du moment où on fait la kemitza. Kemitza, c'est retirer une poignée avec la main. Komet, c'est une poignée. L'imed, ce qui nous enseigne, à l'yetzika, que le fait de verser de l'huile, ou velila, et de pétrir, de mélanger, chez Keshera Bechol Adam, que tout le monde peut le faire. Alors tu vois bien que c'est faux. Tu vois bien que la lisha, elle vient avant la yetzika et la belila. Et donc tu vois bien que c'est kasher b'chol adam, donc c'est faux. Ce que tu avais postulé, comme quoi c'est les kohanim qui se chargent de la lisha, on voit ici que non. On voit ici que les kohanim n'interviennent que plus tard dans la confection. Alors regardons Rashi. Lisha kegon minchat machevet ou macheshet ou minchat mafetanu. Rashi nous dit, en fait, la lisha, elle n'intervient pas dans toutes les menachot. En fait, il exclut essentiellement la minchat solet. Elle n'intervient pas dans les menachot, elle intervient dans la mincha qui est faite avec une machavat, avec la mincha qui est faite avec une macheshet. Et la mincha, chaque fois dans la Torah, c'est distingué en catégories différentes. Minchat al machavat korbano ou korbanecha, minchat al macheshet, ma'afet tanur. Donc là aussi, ou minchat ma'afet tanur. Et aussi, on parle aussi de minchat ma'afet tanur. Alors juste un petit mot, qu'est-ce que c'est machavat ou macheshet? Alors en fait, c'est très. Rashi dit une chose, la Torah, Rashi donne une explication. Dans le Rambam, il dit quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, on n'est pas dans la Sougia de Menachot, je ne connais pas. Je vous dirai juste simplement ce que dit Rashi, puisqu'on étudie Rashi, j'ai regardé le Rashi à la Torah. Rashi à la Torah, il dit comme ça. Il dit, Machavat, c'est un récipient qui est plat. Et donc, comme il est plat, on met de l'huile, on met de la farine. Comme il n'y a pas beaucoup d'huile, parce que c'est plat, le feu va brûler l'huile. Et donc, ça va donner une pâte compacte et dure. A contrario, la marchéchette, c'est un plat qui est très creux. Et donc, on met beaucoup d'huile, et même si on met la farine, pour autant,
ça va donner une pâte qui est molle, parce qu'elle reste encore bien imprégnée. Et du coup, une pâte molle, elle nage un peu comme ça dans l'huile. Et ça fait penser à un petit insecte qui bouge. C'est pour ça qu'on l'appelle marchéchet, parce que comment rochesh, comme ça dit Rashi. Rochesh, c'est une petite bête qui bouge comme ça. Alors, pour expliquer que c'est une pâte qui ressemble à une petite bête qui bouge, ça s'appelle marchéchet. Bon, donc c'est purement technique, mais bon, c'était l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est machavat, qu'est-ce que c'est marchéchet, ok? Et maintenant, mafet tanour, c'est facile, mafet tanour, on le cuit au four. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que Rashi poursuit. C'est quoi le travail de mafet tanour? Chez Ofinota Trila, Eser Chalot. D'abord, on fait une première cuisson. C'est comme les biscottes. On fait une première cuisson, on prend 10 chalotes qu'on passe une pâte qu'on met au four. Vacharkar, alors là, c'est pas tout à fait comme les biscottes, parce que potetinotan, on les réduit en petits morceaux. Patototapitim. Ça veut dire, on prend la pâte qui a été cuite, on a un pain là, on le réduit en tout petits morceaux, on les miette en petits morceaux. Chez Marziran le sultan, ça redevient une sorte de farine en quelque sorte, comme du matzebel. Kedirtiv, patototapitim, c'est ce que dit la Torah. Tu lui en feras des petits morceaux. Vacharkar noten shemen, donc la yetzika n'intervient qu'à ce moment-là. Donc quand c'est déjà du pain cuit qui a été émietté, on rajoute à ce moment-là de l'huile. Veyotzek, noten shemen ou bolela. Et ensuite, une fois qu'il a mis l'huile, il pétrit tout ça. Veyotzek vekometz. Donc yotzek, il rajoute encore de l'huile après. Une fois qu'il a eu sa pâte, yotzek une deuxième fois. Vekometz, et là, il prend une kmitza, il prélève une poignée. Alors, c'est quand que ça intervient la lisha? Ou que chez Afa'a techila nilosha vefoshri. Et c'est là, donc quand est-ce que ça avait été pétri? C'était avant que ça arrive au four. Donc pourquoi Rachid nous dit ça? Parce que donc la lisha, c'est bien pour nous prouver que la lisha, elle est obligatoirement antérieure à la yetzika et à la belila. Et donc le Rachid suivant, l'imed à yetzika ou belila, ça nous enseigne que la yetzika ou belila doivent se faire avec le Kohen, n'est-ce pas? L'imed à yetzika ou belila, non, contraire. L'imed al yetzika ou belila, c'est kshera b'chol adam. Même la yetzika et le c'est seulement la kmitza. Kamat, c'est le Kohen. Jusqu'à la Kmitza, c'est encore le Kol Adam. Et donc, juste avant, c'était Yetzika et Blila. Et la Lisha, elle est encore bien avant. Donc, c'est les Kol Adam. Alors, qu'est-ce que tu me dis que la Lisha, c'est avec un Kohen? Rashi, Vehane, beminchat ma'afet tanour, le'achar Lisha, ve'afia, ou ptitaninu. Et or, c'est ce que dit Rashi. On vient de nous apprendre que la Yetzika et la Blila peut être faite avec Kol Adam. Vehane, or ces deux choses, ces deux actes-là, qui sont le versement de l'huile et le pétrissage, de mincha ma'afet tanour, lorsqu'on parle de la mincha qui va passer au four, ou qui est passé au four plutôt, le achar lisha va'afia optitaninu, ça vient après qu'il y a eu le pétrissage, qu'il y a eu la première cuisson, qu'il y a eu le brisage en petits morceaux, donc c'était avec Kol Adam. Et donc la réponse qu'on a donnée, elle tombe à l'eau, et on redémarre, on revient à la case départ finalement. Maïchena, alors Maïchena mi Pessah. Pourquoi à Pessah, on interdit l'eau tiède? Dans les Menachot, on la permet à l'eau tiède, alors que c'est pas le Kohen qui fait. La réponse qu'on avait donnée, elle a été invalidée par cette braïta là, qui nous a qui est-ce qui est l'auteur de cet enseignement? Il n'y a pas écrit, mais c'est toute une braïta qui dit ça. Réponse, on arrive à la réponse quand même. Lisha nei de bizrizin leta bemakom zrizin ita. C'est ça la différence. Le pétrissage, c'est vrai qu'il n'est pas fait par les Kohanim. Donc là, autant pour nous, la réponse qu'on avait donnée antérieurement était inexacte.
Mais quand même, Bemakom Zrizinita, elle s'effectuait à un endroit où il y avait des Zrizin, où il y avait des Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde en Rashi. Regarde en Rashi. Bemakom Zrizinita, Bazara. C'était déjà à l'intérieur du parvis que se faisaient ces opérations-là. Et pour quelle raison? Chez Amachavat, Vamachreshet, Klei Shareten. Parce que les récipients dont parle la Torah dans le Korban Mincha, dans lequel on met le blé, la farine plutôt, ce sont des ustensiles du service. Et c'est des ustensiles sacrés qui n'ont même pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Donc on est obligé, puisqu'on les met à l'intérieur de la Machavat et de la Machreshet, on était bien obligé de rentrer à l'intérieur de la Hazara. Et pour le Tanour, vous allez me dire, on continue, V'chen Tanour Shel Mikdash. Ben pareil, le four aussi, c'était un four qui appartenait au Beth Amikdash. V'kivan de Hazara Ita. Étant donné que ça se passe dans la Hazara, Chazula Kohanim. Donc les Kohanim, ils regardent. Umelamdin Oto le Isaherba. Donc ils font le tour, ils sont là et ils enseignent à la personne de bien faire très attention. Donc il y a des contrôleurs qui sont là et qui veillent au grain, je viens de le dire. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser de l'eau tiède. Alors, d'où on sait ça? Maintenant, il faut le démontrer. D'où on sait que ça se faisait comme Zrizil? Bon, Rashi l'a justifié. Rashi en disant parce que c'est les Kélim. Pardon? Les charrettes. Les charrettes, c'est ça. Mais la Gemara veut le démontrer. De Amarmar, donc je reviens à la Gemara. De Amarmar, parce que la Gemara a dit... De Amarmar, parce que, pardon, on a enseigné par ailleurs. Belila Kesherabela. Effectivement, le pétrissage, comme on l'a vu, c'est le pétrissage des morceaux déjà cuits, peut être fait par un zar, c'est-à-dire un non-Kohen, quelqu'un qui n'est pas Kohen. Mais attention, chutz le chomat azara psula. Mais ça doit être fait obligatoirement à l'intérieur du parvis. Et si la belila a été faite à l'extérieur du parvis, c'est pas soul. Et donc il n'avait pas le choix, il était obligé de rentrer. Et c'est pour ça, donc c'est ça là maintenant, c'est ça la réponse. Makom zrizin. Léapouke letita. Ce qui n'est pas le cas de la letita, même pour la mincha, le korban mincha, la letita du korban mincha, de Eina bizrizin, velo makom zrizin. Celle-là, elle n'avait pas besoin encore, puisque la letita c'était pour faire de la farine. Et on avait dit que là, on n'a pas besoin encore de kélim au moment où on construit la farine, on n'a pas besoin de kélim. Donc ça, le zar fait ça encore chez lui à la maison. Et après, il se présente au Beth Amikdash pour la suite. Donc pour la Yetzika, pour la Belila, oui, mais pas pour la Letita. Donc c'est pour ça que l'Alisha peut se faire qui se fait au Beth Amikdash peut se faire avec de l'eau tiède. La Letita qui ne se fait pas au Beth Amikdash ne peut pas se faire avec de l'eau tiède. Et donc tout est résolu. Quand la Gemara dit chutz ou Hazara, c'est psoula à cause des clés-charrettes. Par le fait que c'est rentré dans le clicharet. À l'extérieur. Non, c'était rentré. Si c'était chutz la choma, oui, alors Pessoula, ça veut dire de deux choses l'une. Ou bien ça n'a même pas été rentré dans le clicharet, resté à l'extérieur. C'est pas soul. Moi j'avais compris chutz la choma, c'est-à-dire c'était déjà dans le clicharet et on l'a sorti, on l'a fait à l'extérieur de la choma dans son clicharet. Et là, ça n'est pas soul, parce que ça paraît une fois que c'est kadosh, ça ne peut pas sortir. Je me demandais pourquoi Rachid avait anticipé, parce que la Gemara, là, elle le dit, c'était à ce moment-là qu'il devait expliquer les charrettes. Ben, c'était pour préparer la Gemara. C'est souvent comme ça que Rachid fait. Puisque la Gemara, elle a donné sa réponse ensuite, le De Amarmar, c'est juste une justification. Donc il fallait déjà expliquer, il fallait donner tous les éléments pour comprendre. Donc c'est bien, ça nous a servi en fait. Sinon on n'aurait pas compris, il aurait fallu rétroactivement repenser la Gemara. C'est beaucoup plus simple. On aurait attendu la justification de la Gemara et on n'a pas compris, c'est normal, puisque la Gemara a besoin de justifier. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé comprendre. Oui, mais c'est pas l'habitude de Rachid de revenir en arrière pour expliquer. C'est plus simple. C'est toujours le derrière de Rachid de faire comme ça, de nous donner les informations à l'avance, un petit peu à l'avance pour que ça soit plus fluide. La Gemara n'a pas encore tout à fait terminé. Elle pose encore une question.
Alors dans ces conditions, quelle différence avec une autre mincha, qui est bien connue aussi, c'est la mincha du Homer. Alors, c'est quoi la question? On regarde dans Rashi. Umayshena she'ar menachot de Ka'amar Shmuel en lotetim otam. Donc, quelle différence entre les autres menachot dont Shmuel avait dit qu'on n'a pas le droit de les mouiller avec de l'eau tiède? Quelle différence minchat ha'omer avec la mincha d'orge, de la mesure d'un Homer qu'on offrait le deuxième jour de Pessah, de Tnanba, à propos de laquelle nous avons une Mishnah qui dit Lotetin ota, vetsovrin ota, sheyazuvu memea. Alors, donc la Rashi encore anticipe sur la Gemara. Donc, Maïshena miminchata Omer, de Tanya minchata Omer, Lotetin ota, vetsovrin ota. Un instant, là, je ne comprends plus tout d'un coup. Ah, je me suis trompé. Je m'étais trompé tout à l'heure. Quand Shmuel avait dit que Chitin shel menachot en lotetin ota, j'ai dit à un moment donné, à l'eau tiède, mais pas à l'eau froide, c'est autorisé. Non, je me suis trompé. En lotetin ota, ça veut dire, donc c'était comme M. Stein avait posé la question, j'ai mal répondu. Ça veut dire, non, on interdit la lotita purement et simplement. Quand c'est les Kohanim, on aurait pu permettre une letita éventuellement, mais quand c'est les Arim, et comme on a dit que la letita elle se fait à l'extérieur et elle se fait par les Arim, donc même à l'eau froide, c'est interdit complètement. Alors c'est ça la question de la Gemara, c'est que comment se fait-il que pour le Homer, il y a écrit lotetinota? Comment se fait-il que pour les autres menachot, il y a écrit el lotetinota? On n'a pas le droit de faire la letita bichlal, c'est-à-dire on fait comme un Pessah, on prend du grain que l'on moue sans l'avoir mouillé, parce que c'est trop risqué. Mais pourquoi la minchata Homer, qui doit aussi être matzah, on n'a pas peur et on se permet de la mouiller avant de l'écraser? Voilà la question. Lotetinota, vetsovrinota. Alors c'est là que Rashi a dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi tsovrinota? Donc je reviens au Rashi. De tnanba lotetinota, vetsovrinota, sheyazuvu memea. Rashi n'explique pas directement le mot tsavour parce qu'on est censé connaître ce que ça veut dire, mais il donne une petite explication pour qu'on comprenne. En fait, tsvourin betocho, ça veut dire entasser. Tsavour, c'est entasser. Dans le Kinyan Agav, par exemple, on dit qu'on n'a pas besoin que ce soit tsvouri betocho. On peut même faire un kinyan avec un terrain et quelque chose qui n'est pas sur le terrain, ça va aussi. On voit que le mot tsavour, ça veut dire entasser quelque part. Sovrinota, ça veut dire la minchata Homer, on la mouille et ensuite on en fait un tas chez Yazuvu Memea pour que l'eau puisse s'écouler. Voilà ce que dit la Mishnah. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on peut faire le tita, alors que ça doit être de la matzah. Donc, une question légitime. Pourquoi les autres menachot qui doivent être la matzah, ceux-là, on n'a pas le droit de faire la letita, parce que c'est fait dans le domaine public, et on a peur que ça fermente. Et pourquoi pour le Minchata Omer, on n'a pas peur, alors que c'est fait aussi dans le domaine public, à l'extérieur du Beth Amikdash? Réponse finale de la Gemara, Tzibur Shani. Tzibur Shani. Tzibour, c'est le public. Quand c'est quelque chose qui appartient au public, c'est différent. On va voir dans Rashi. Minchata Omer, donc Tzibour Shani, Minchata Omer, Korban Tzibouri. La grande différence, c'est que le Minchata Omer, c'est pas un sacrifice d'un particulier, c'est un sacrifice qui est offert au nom de toute la communauté. Et il n'y en a que un. V'chol Asakin Shela Naasin Alpi Beddin. De sorte que toutes les manipulations qu'on est amené à faire dessus se font sur ordonnance et sous contrôle du tribunal rabbinique. Et donc là, il y a une surveillance encore plus forte que quand c'est les Kohanim, puisque c'est le Beddin qui gère. Et donc tout est fait Alpi Beddin, à savoir Ketsirata, déjà
déjà la moisson, le fait de cueillir l'orge, se fait en présence du Bédine, sous contrôle du Bédine. Hivhuv Shela, c'est quoi Hivhuv? Ça veut dire passer à la flamme. Il fallait passer à la flamme parce que ça devait être kali. La Torah parle de grains grillés. Alors il fallait le passer à la flamme. Ça aussi, c'était fait en présence du Bédine. Ou l'étita, plus la létita, akol bebedin ou bezrizinu. Tout était fait par le Bédine, ou en tout cas sous sa surveillance et ses directives. Et donc c'était fait par des zrizines. Voilà donc la conclusion. En général, la létita n'est pas permise. Alors, la seule chose, c'est qu'il y a peut-être encore d'autres menachot qui sont publics, je ne sais pas. Peut-être pas, non. Tous les autres, c'est peut-être chez Yachid. Qu'est-ce que j'avais dit quoi? Non, il y a Gimel Menachot Sibour. Il y en a 3. J'ai noté qu'il y avait 3 menachot Sibour. Alors, je ne sais pas quels sont les deux autres, je ne me rappelle plus. Mais donc, d'après ça, il faudra dire, d'après cette réponse de Rashi, il n'y a pas que le Minchata Omer. Minchata Omer, ça a été dit à propos du Omer, mais ça serait valable pour les deux autres catégories de Minchat Sibour, puisque chaque fois qu'il y a Minchat Sibour, il y a le Pibédine. Rashi poursuit et dit Veikade Amre. Il y en a qui expliquent la Gemara autrement sur ce point de Tzibour Shani. Tzibour Shani, eux ils lisent Savour Shani. Pas Tzibour, mais Tsavour. Tsavour Shani. De Ho'il Vetzovrinota, étant donné qu'on a dit qu'on l'entasse, Mémé Azavin, on a dit que l'eau va s'écouler. Ve'en machmitzin, et c'est pour ça que ça ne fermente pas. Pourquoi dans le Minchata Omer, on a pris le risque de faire, on a autorisé la letita? Parce que dans le cas du Minchata Omer, il y a une règle qui n'est pas dans les autres menachot, c'est qu'après la letita, on fait une tzvira, et la tzvira, elle assure, elle le prémunit contre la fermentation. Velav miltaï. Je ne pas la peine que vous interveniez. Rachid dit, c'est rien du tout, ça ne tient pas la route. Pourquoi? Chada de Betosefta Ketanila. Premièrement, ce texte-là se trouve, celui du Minchata Omer, on le retrouve aussi dans la Tosefta qui est parallèle à la Mishnah. Velo Katani Vetsovrin. Il n'y a pas écrit là-bas Tsovrin. Donc même la tzvira, elle n'est pas indispensable. Elle peut se faire, mais c'est pas une règle obligatoire. Et là, il y a écrit ou vorerin, c'est-à-dire qu'on trie, on fait le tri entre le grain et l'ivraie. Ve'od, deuxième argument, i'katakanta bitzvor. Si effectivement le fait de mettre en tas, c'est une solution, eh bien, chitim shemenachot nami, l'il tetinu venisberinu. On n'a qu'à instituer qu'on fasse la letita à condition de faire la tzvira. Si la tzvira c'est une solution, donc ça tient pas la route, c'est pas ça, c'est pas tsavour, c'est tzibour. Et voilà donc la conclusion. Donc en résumé, pour Pessah, on n'a pas le droit de faire de la letita. Alors, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire de la letita? Non, la lisha, d'abord, on avait dit, on n'a pas le droit de faire de la lisha de pochrin, et par contre, la letita, on n'a pas le droit de la faire du tout. On n'a pas le droit de la faire du tout. Et pour les menachot, on ne peut pas non plus faire la letita, parce que elle est faite par les propriétaires en l'absence du Kohen, donc c'est trop dangereux. Et sauf pour le cas de la Minchata Omer, parce que là, il y avait la surveillance du Beddin, et là, c'est autorisé. Alors, on va attaquer maintenant un Tosfot sur le début de la Gemara. Bemakom zrizim ita. Donc, c'est la réponse finale. Pourquoi est-ce que la lisha beposhrin est permise pour les menachot et ne l'est pas pour le Pessah? Parce que pour les menachot, à défaut d'être effectuée directement par les Kohanim, parce qu'elle peut être faite par les autres, mais elle est faite en présence des Kohanim, parce que c'est Bemakom Zrizim. Ve'im Toma, Tosfot pose la question. Ve'ha'acha, mais pourtant ici, Beminchat ma'afetanu ma'ire. On parle d'une mincha, de la mincha qui est cuite au four. She'aita nilosha befoshrim, que l'on
dont on a dit qu'on pouvait la pétrir à l'eau tiède. Et alors, ve'ota, et celle-là, minalan chez Nivlelet Ba'azara, d'où on sait qu'elle était pétrie dans la Hazara. Qu'elle était pétrie dans la Hazara. Alors, il y a déjà deux choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça change qu'on parle du Mincha Ma'afetanour? Et est-ce que Tosfot serait en désaccord avec Rashi? Rashi a dit que lorsqu'on a dit que c'est Nilosha Vefoshrin, il avait dit Machavat, Machreshet, Ma'afetanour. Alors pourquoi le Tosfot il dit on parle ici que de Ma'afetanour? Que seulement le Ma'afetanour, Shaita Nilosha Vefoshrin. Il n'y a que la Mincha Ma'afetanour qui était Nilosha Vefoshrin. Pourquoi pas la Machavat et le Macheret? Au début je ne comprenais rien. Heureusement, il y a un parallèle à notre Tosfot, il y a le Tosfot à Rashba. Le Rashba, on voit que quand il dit Ma'afetanour, ce n'est pas pour exclure Machavat ou Macheret, c'est pour exclure Minchat Solet. Parce qu'il y a une Mincha qui était faite avec de la fine fleur de farine. Et celle-là, on ne peut pas y mettre de l'eau dans celle-là. Pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi on ne pourrait pas Ah non, elle ne comprend. La Minchat Solet, elle n'a pas d'eau. Dans la recette, dans la composition de la Minchat Solet, il n'y a pas d'eau. Alors, s'il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir de l'eau tiède. Donc, c'est pour ça que Tosfot dit, quand on parle ici de mettre de l'eau tiède ou ne pas en mettre, c'est qu'il y a de l'eau dedans. Donc, s'il y a de l'eau dedans, ça ne peut pas être une Minchat Solet. C'est Ma'afetanour et consort. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ok. Alors, on a déjà résolu ce problème-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on parle de Ma'afetanour et Machavat, Machreshet, puisque c'était quelque chose qui était fait avec de l'eau. Il fallait bien quelque chose qui soit fait avec de l'eau. Puisque Shaita Nilosha Veposhrim, puisqu'on dit qu'on utilisait de l'eau tiède, c'est qu'il y a bien de l'eau dedans. Ok? Ve'ota, et celle-là, Minalan, chez Nivlelet Be'azara. D'où savons-nous qu'elle est pétrie dans la Hazara? C'est pas à cause de l'Isharet. Alors, là, on ne comprend pas très bien. Donc là, j'ai un Zayin, un instant, Zayin, Eivav, Zayin, Ayin Marsha. Ouais. Il faut aller voir le Marsha. Le Marsha, il dit que c'est pas possible de comprendre Belila. Parce que la Belila, Tosfot demande d'où on sait qu'elle était Nivlelet Ba'azara. Ça n'a pas de sens. Répondez vous-même. D'où on sait que la Blila était Ba'azara? Rashi a expliqué que la Blila se faisait à quel moment? Qu'est-ce qu'on était bolel? On était bolel les pitim, les miettes qu'on avait récupérées du four. Donc c'était dans la Hazara. Puisque le tanour, il était dans le Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nivlelet? Donc c'est ça que le Marsha il demande. C'est quoi la question de Tosfot? Bien sûr que c'est le Nivlelet à l'intérieur. Alors il dit c'est une erreur, il faut corriger Nilosha. C'est pas Nivlelet chez Nilosha qu'il faut dire. Et donc la question de Tosfot c'est Minalan chez Nilosha Ba'azara. C'est sur la question de la Gemara vient de répondre. Bemakom Zrizin Ita. Que la Lisha se faisait le Makom Zrizin. Mais il dit, mais d'où tu sais que la Lisha se faisait le Makom Zrizin? On parle ici du Ma'afetanour. Donc, Ma'afetanour ou Machavat ou Machreshet. Donc, c'est au moment où on a besoin de le mettre dans Klisharet, comme Rashi a expliqué, que là, ça va rentrer à l'intérieur. Mais la Lisha, apparemment, elle n'est pas encore faite, ou en tout cas pour le Ma'afetanour, peut-être aussi. Parce que dans la Machavat, a priori, on faisait la Lisha à l'intérieur de la Machavat. Mais par contre, dans le four, dans le four aussi. Comment ils auraient fait sinon? Le four, on aurait pu Ils auraient pas pétri à l'extérieur, ils l'auraient apporté après. Il n'y a pas de kéli, il n'y a pas de kéli dans le four. Il n'y avait pas de kéli dans le four. Non, c'est une fois. Donc qu'est-ce qu'on mettait? On mettait juste de la farine? Non. Il fallait bien faire de la pâte, il fallait faire une pâte. Mais la pâte, on la faisait. Alors c'est ça la question de Tosfot. On pouvait faire la pâte
à l'extérieur. On a amené la pâte, on a amené la pâte au Beth Amikdash et on la mettait dans la Machavat, dans la Marchéchet. Mais donc la lisha, puisqu'on a dit que la lisha pouvait se faire à l'extérieur, a priori pouvait se faire à l'extérieur. Et après, on peut très bien imaginer. Rashi a dit, la farine, on l'amenait. Il venait avec sa farine. Tosfot, en fait, la question de Tosfot, c'est, mais il dit, qui te dit qu'on l'amenait que sous forme de farine? Peut-être qu'on l'amenait déjà sous forme de pâte. Puisque nous, on a besoin juste du kli-sharet. Donc, quand est-ce que tu as besoin du kli-sharet? Au moment de la cuisson. Dans la marchavat, dans la marchevet, c'est des casseroles, c'est des récipients pour la cuisson. Si on fait pocherie, c'est quand même si on le fait à l'extérieur pour le ramener, ça aura le temps de... Ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça sera peut-être la réponse de Tosfot. On va voir. Alors, on revient au Tosfot, encore une fois. Ota, d'où on sait, s'agissant de Milchat Mafetanu, qui n'avait besoin de rentrer au Beth Amikdash que pour pénétrer dans le four, Ota Minalan Shenilo Shabazara, d'où la Gemara prend-elle que la lisha s'effectuait également et déjà dans la Hazara. Char Mincha Shenivlelet Bazara, les autres menachot dont on a dit qu'elles se faisaient dans la Hazara, le fiche à Belila Ita Biklisharet. C'est lorsque la Belila se faisait dans le Klisharet. Là, oui. Lorsque la Belila se fait dans le Klisharet, alors la Belila se fait à l'intérieur. Mais là, la lisha n'a pas besoin, la lisha, le pétrissage n'a pas besoin d'être fait dans un Klisharet. Et donc, il peut être fait à l'extérieur et on l'amène après. Voilà la question de Tosfot. Un instant. C'est ça. Alors, réponse de Tosfot. V'yesh lomar, de gam ma'afetanu hayu lashin ba'azara, samour le tanour chez le Kodesh, chez l'otachmit. Donc, c'est ce que vous avez dit. Chaud ou froid d'ailleurs, tiède ou pas. On le faisait, la Gemara savait que nécessairement, même lorsqu'on cuisait quelque chose au four, eh bien, on faisait quand même déjà le pétrissage dans la Hazara pour être à proximité du tanour sacré, parce que si on est encore à la maison et après il faut courir au Beth Amikdash, eh ben, il y a des risques énormes de fermentation. On ne peut pas prendre le risque de fermentation. Puisqu'on sait que lorsque la pâte est au repos, elle peut être très rapidement, au bout d'un mille, le temps de quelques minutes, elle va fermenter. Donc voilà, c'est de là que voilà la réponse de Tosfot. C'est pas que Alpidine s'était obligé de faire la lisha à l'intérieur, mais pour des raisons pratiques et techniques, elle était obligatoirement faire à l'intérieur pour éviter que ça fermente. On continue. Ça c'est donc la réponse de Tosfot. V'Rabbeinu Ephraim Bar Ephraim Agibor. Je suis un peu allé voir dans le livre des Balei Tosfot du professeur Urbar pour voir si qui c'est ce Ephraim Bar Ephraim Agibor, mais il n'est pas très connu. On ne sait pas. Il se perd en conjecture. Et pourquoi on l'appelle Gibor? C'est ça qui m'intéressait, mais il n'y a aucune explication. Il y a un autre Rabbi Ephraim de Regensburg qui s'appelait Rabbi Ephraim Bar Yitzhak et qu'on l'appelle Agibor. Mais je ne sais pas pourquoi. Il a plein de noms. On l'appelle Atzarfati parce qu'à un moment donné il était en France. On l'appelle Agibor. Dans les Balei Tosfot, on l'appelle comme ça. Mais je n'ai pas compris pourquoi on l'appelle Agibor. J'ai vu un peu que ce Ephraim Bar Yitzhak, c'était quelqu'un qui était un petit peu virulent. Notamment, il a eu affaire avec Rabbeinu Tam. Ils ont eu des discussions très. Pardon? C'est le Rabbi Ephraim de Hanan. Ah non, je ne crois pas. Rabbi Ephraim de Hanan, c'est un Talmid du Rif, si je ne me trompe pas. Là, on parle d'Abbalat Tosfot. Tosfot, c'est Rabbi Ephraim contre Rabbi Tam. Ah bon? C'est Rabbi Ephraim de Rabbi Tam, vous en parlez? Oui, et la marloquette de Hanan. Hanan, c'est Ephraim de Rabbi... Dans Shari Sourim, c'est Rabbi Ephraim. Ah, peut-être. Alors lui, il s'est posé la question, est-ce que ce Ephraim serait ce fils de Ephraim? A priori, on ne pense pas, parce qu'il avait un autre fils, il s'appelait Moshe, donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas qui est ce Ephraim. Rabbeinu, quand même, Rabbeinu, Ephraim Bar Ephraim, à Gibor. En plus, je ne sais pas qui c'est le Gibor. C'est le premier, le fils ou le père? Et pourquoi on l'appelle Gibor? Moi, je ne sais pas. Donc lui, il me farèche, il explique il donne une autre raison
pour expliquer pourquoi la Gemara savait que nécessairement la lisha se faisait déjà à l'intérieur du Beth Amikdash. Le fi shehayu modedin ota beisaron shel kodesh. Parce qu'il y a une mesure, la mincha, il y a une mesure particulière. Donc il fallait une jauge pour mesurer. Et on utilisait déjà une jauge sacrée. Et donc si on jugeait une jauge sacrée, avant même de l'écraser, il fallait jauger le blé, ou alors la farine en tout cas. Et donc il fallait avoir la quantité requise. Et donc on était obligé de rentrer déjà au Beth Amikdash pour cela. Et une fois que c'est dedans, on ne peut plus ressortir. La fiche Ayou Modedin Otab Isaron Shel Kodesh. Kedetnan, comme d'ailleurs on le voit dans une Mishnah, dans Menachot, Beperek Shte Midot, Isaron Ma Aya Meshamesh Bo, le Isaron, à quoi il servait? Moded Lechol HaMenachot. Il servait à mesurer toutes les Menachot. Et donc voilà pourquoi on sait que c'était à l'intérieur. Le Maharsha soulève une question, il dit, mais ça ne marche pas avec la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Elle a dit, elle a prouvé. Comment elle a prouvé que c'était à l'intérieur? D'Amar Belila Keshera Bezar, Chutz le Chomat Azara, Psula. Donc, elle a pas dit, la Gemara, elle n'a pas dit il fallait rentrer à l'intérieur pour le mesurer. Elle a dit que la Belila, si elle se faisait à l'extérieur de la Zara, c'était pas soul. Or là, il n'y a pas de raison de dire que c'est pas soul. Là, le Maharsha a compris ce que Rabbi Ephraim disait, c'est que comme on avait besoin de le mesurer avec le Kli Sharet, donc on se mettait à l'intérieur. Mais il n'y avait pas de digne de Chutz la Choma Psula. Pourquoi Chutz la Choma Psula? C'est pas que la Blila Chutz la Choma Psula, c'est qu'on le rentrait pour le mettre dans la jauge. Donc ça ne correspond pas à ce que dit la Gemara. Mais la Mishnah dit si jamais ça avait été fait comme ça, Pardon? par erreur, si jamais elle avait été mesurée à l'extérieur, par erreur, ça serait Psula parce que c'est... Non mais on ne l'a pas mesuré, là on ne parle pas de la mesure. On parle pas de la mesure, on dit que si la Belila, elle a été faite à l'extérieur, alors le Korban n'est pas sourd. Ça ne correspond pas à ce qu'on a dit. Nous, on a dit la lisha pourrait très bien être faite à l'extérieur, mais on la faisait à l'intérieur pour pouvoir la mesurer. Mais c'est pas ce que dit la Gemara. La Gemara a l'air de dire qu'il y a une halakha, que si ça sort, c'est pas soul. Alors la réponse, elle est simple. Le Maharsha dit, mais oui, mais parce qu'une fois que vous l'avez rentrée dans le Kli Sharet pour la mesurer, elle est devenue kadosh, et bien si après vous la sortez, vous faites la blila, ça ne sera pas soul. Donc c'est une preuve indirecte. Il n'y a pas écrit la raison pour laquelle c'est pas soul. C'est vrai que c'était pas obligé à Alpidi d'être à l'intérieur, mais n'empêche que comme pour des raisons techniques on le faisait à l'intérieur, ben si après on l'avait fait la blila qui venait après Chutz la Choma, ben c'était pas soul. Voilà comment. Donc on a deux explications pour savoir pourquoi c'était fait à l'intérieur. Soit on dit, c'était quoi déjà la première réponse? Parce que on ne voulait pas faire des opérations trop loin du four pour éviter que ça fermente, soit que carrément on était obligé de le rentrer depuis le début pour pouvoir faire la mesure dans un clic kadosh. Alors comme on a commencé à moins 10, on va s'autoriser de continuer jusqu'à moins 10 si vous êtes d'accord. Et donc on a fini la Sugya et on va démarrer une nouvelle Sugya. Donc c'est une introduction au cours de la semaine prochaine. On reprend dans la Gemara. Donc nous sommes arrivés à la 5e ligne, au bas de la page, Tanu Rabbanan. On apporte maintenant une braïta. Donc on change de registre. Yachol Yotse Adam Yodeh Chovato Bebikurim. Donc là on revient sur le sujet principal de notre Mishnah. Dans notre Mishnah on avait dit, avec ça on peut être Yotse de la mitzvah de Matzah, avec ça on ne peut pas. Le Orez et Dochen on ne peut pas, il faut les 5 espèces de céréales, la Trouma on peut, on a vu la liste de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. On avait vu ensuite, on a parlé de Maser Sheni, est-ce qu'on peut prendre la matzah du Maser Sheni? On a vu que c'était une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili disait, ah non c'est pas possible parce qu'il y a écrit Lechem Oni, qu'on comprend comme si c'était
avec un halef, et ça veut dire qu'il faut qu'on puisse le manger quand on est en deuil, et le Maaser Sheni, on ne peut pas. Et Rabbi Akiva, il disait, mais non, c'est pas ça, les Rémonis, ça vient pour autre chose. Donc on a vu que pour le Maaser Sheni, il y a été de marloquet pour savoir si on peut être yotzé avec. Alors maintenant, il y a une braïta qui aborde un autre cas, c'est les bikurim. C'est quoi les bikurim? On en parle dans la parashat Kitavo, c'est que lorsque les prémices des fruits des 7 espèces d'Eretz Israël, on devait les apporter au Beth Amikdash et les donner au Kohen, qui seul avait le droit de les manger parce que ça avait un statut de Trouma. C'est ça les bikurim. Alors imaginez maintenant qu'on a fait des matzot, le Kohen par exemple, qui a reçu des bikurim, et ben, il en a fait des matzot pour Pessah. Est-ce qu'il peut les utiliser pour être yotzé de la mitzvah? Voilà la question. Donc, Yachol, yotzé Adam, yodei chovato bebikurim. J'aurais pu croire que on pourrait s'acquitter de la mitzvah de matzah avec des bikurim. Rashi, Kegon, Kohen, Shevi ou Lochitin, bikurim birushalayim. Voilà. Le cas, parce que ça ne peut pas être un Israël. Un Israël n'a pas le droit de manger des bikurim, donc c'est pas possible. Donc non, ça serait un Kohen. Et d'où le Kohen a des bikurim? Eh bien, il était à Yerushalayim, il habite Yerushalayim, et donc il fait partie des récipiendaires. Il a reçu des bikurim, il est à Yerushalayim, et donc il va les manger. Pourquoi Kegon? Kegon, ça veut dire... c'est ça le cas. Kegon n'est pas comme on dit en français, par exemple, et ce qui laisse entendre qu'il y a encore d'autres exemples. C'est le cas. C'est ça. De bikurim, c'est-à-dire dans le cas où un Kohen a reçu des bikurim à Yerushalayim, je pourrais plus croire qu'il peut s'acquitter avec. Talmud Lomar, Bechol moshotechem tochlu matzot. C'est pourquoi le verset a dit, dans toutes vos habitations vous mangerez des matzot. Matzah anechelet bechol moshotechem. On ne peut s'acquitter de la mitzvah de matzah qu'avec un aliment, un pain, un matzah, qui a le droit d'être mangé n'importe où, dans toutes vos habitations. Yatz'u bikurim, ce qui exclut les bikurim. She'en echalin b'chol moshvotechem. Et la birushalayim. Parce que les bikurim, et c'est pour ça que Rashi avait dit aussi birushalayim. Moi j'avais dit parce que c'est là qu'il les a reçus, mais pas seulement. Parce qu'il ne peut les manger qu'à Yerushalayim. Parce que les bikurim ne peuvent pas être mangés ailleurs. Alors d'où ça sort? Rashi dit bikurim en echalim ela birushalayim. Les bikurim ne peuvent pas être mangés en dehors de Jérusalem. Chez Nehemar, il y a un verset qui dit Lo tuchal lechol bisharecha. La Torah dit tu ne pourras pas manger dans tes portes, c'est-à-dire dans tes villes. Il y a toute une énumération de choses. Et à la fin, il y a écrit Utrumat yadecha, ainsi que le prélèvement de ta main. Va'amar, et la Gemara a dit dans Makot, Daf Yud Zayin, Utrumat yadcha eilu bikurim. Et Rashi va expliquer au verso de la page, il expliquera d'où on sort ces bikurim, parce qu'il y a écrit, à propos des bikurim, il y a écrit que, comment c'est écrit? V'lakach haKohen atene miyadecha. V'lakach haKohen, le Kohen prendra le panier de ta main. Donc c'est Trumat yadecha. Le Kohen prélève de ta main. Voilà. Et donc ça c'est bikurim. Et il y a écrit Lotucha lechol bisharecha, Masar de Ganchat, Tiroshcha veitzarecha, ou Vechorot bekarcha vetzonecha, ou Trumat yadecha. Et donc, puisque c'est pas mangeable hors de Yerushalayim, ça correspond pas à la règle de Bechol moshvotechem. Divrei Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Akiva Omer. Alors, là encore, on a une marloquette entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer. Matzah ou maror. Donc il va être d'accord avec Rabbi Yossé Aglili qu'on ne peut pas, mais il n'est pas d'accord avec la raison. Il dit non, pour moi, c'est parce qu'il y a un Ekesh entre Matzah et maror. Où est ce Ekesh? Al Matzot umrorim yochlu. Donc la Torah elle les a juxtaposés. Ma maror she'eno bikurim, af Matzah she'ena bikurim. De la même façon que on ne peut pas faire du maror avec des bikurim, eh bien, on ne peut pas faire de la matzah non plus avec des bikurim. Pourquoi on ne peut pas faire du maror avec des bikurim? Pardon? On peut faire les bikurim avec le maror. Non, on ne peut pas faire du maror avec des bikurim. On va voir dans Rashi. Matzah ou maror, ikisha nakatu.
Al matzot umrorim, c'est ce que je vous ai dit. Donc la Torah les a juxtaposés dans le verset matzot umrorim. Maror eno bikurim. Le maror ne peut pas être fait avec des bikurim. Pourquoi? Ditnan. Il y a une Mishnah dans Bikurim qui dit En mevi'im bikurim et la mishiva minim. On est chayav d'apporter les bikurim que sur les 7 espèces. Je veux dire les 7 espèces qui ont servi à glorifier la terre d'Israël. Dirtiv me artsecha, parce que la Torah, quand elle dit, elle parle des bikurim, qui tavi me artsecha de ta terre, misheva artsecha. Du plus beau, de ceux qui a servi à glorifier ta terre. Bemenachon, beperekol barnot. Ou le kamal, comme chez Nagou. Et d'ailleurs, même dans Psachim, on le verra. Donc, de la même façon que c'est pas possible de faire du maror avec des bikurim, parce que les bikurim, c'est les 7 espèces. Et dans les 7 espèces, il n'y a pas quelque chose qui peut servir de maror. C'est pas amer, il n'y a rien d'amer. Le blé, l'orge, les raisins, etc. Donc, il n'y a rien d'amer. Il y aurait peut-être les olives. Là, ça sera une question que Tosfot va poser. Pourquoi on ne dirait pas qu'on fait du maror avec des olives? Les olives, ça fait partie des espèces. Mais ça, on verra. Merci Hachem la semaine prochaine. חנניה בלקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לדעת ישראל, לפי הורים בוראים תורו מצוא שנאמר, אדוני חופץ אבל צדקו, יגדיל תורו ויגדיל.